suis Emmanuel de la Masselière, je suis consultant en stratégie et développement des villes et des territoires. Ça fait une trentaine d'années que j'exerce mon métier et je suis en particulier spécialiste des facteurs de réussite et d'attractivité des villes. J'ai même écrit un livre il y a quelques années sur le sujet. Alors, vous comprendrez évidemment que mon discours, du coup, ne va pas être un discours académique. Mon intervention est le fruit d'une expérience, de cette expérience trentenaire, sur les facteurs qui font que certains territoires se développent et d'autres beaucoup moins. Et lorsque le maire m'a proposé d'intervenir ici à Fontainebleau, sur le sujet, ou au moment du sujet du lancement de la transition écologique, je me suis dit que en fait, c'était très intéressant de se poser la question de savoir si la performance environnementale, la performance écologique, et donc la transition, la démarche que vous menez, peut être un facteur d'attractivité pour Fontainebleau. Alors, je dirais pour commencer, d'abord que je suis très heureux d'être ici. Je suis très souvent et longuement intervenu en Seine-et-Marne, je le connais bien, mais je n'étais jamais intervenu à Fontainebleau si prestigieuse. Et je commencerai en disant que Fontainebleau est clairement sur la carte du monde, avec plusieurs sites de rayonnement mondial, bien sûr le château, Napoléon, mais aussi François Ier, avec le classement comme réserve mondiale de la biosphère ou l'INSEAD. La question qu'on doit se poser, c'est que vous êtes très conscient, quand on discute avec les uns et les autres ici à Fontainebleau, vous êtes très conscient de ces immenses valeurs, de ce qui font votre rayonnement. Mais donc, je me répète, la question que l'on peut se poser, c'est comment vous les valorisez? Comment vous vous en emparez? Je crois que vous êtes la seule ville de votre taille à avoir deux inscriptions au patrimoine mondial. Et la question, du coup, c'est quand on a autant de chance, quand on a autant de fortune, de beauté, autant de ressources, avec, donc on se répète, hein, une école de rang mondial, les mines, etc. Est-ce qu'on n'a pas, avec tout cela, une responsabilité devant le monde? Et quand on veut élargir l'inscription au patrimoine mondial à l'ensemble de la forêt, quand on a été le premier site du monde à protéger un espace naturel, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité? Est-ce qu'on ne doit pas prendre des initiatives? Et il me semble que l'on est exactement dans ce sujet cet après-midi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette belle ville de Fontainebleau, elle est l'une des villes les plus reconnues pour sa qualité de vie. Vous voyez ici à l'écran, je vous ai mis des images de classement. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur le sujet, mais vous êtes la ville qui a été considérée comme la plus, ou analysée comme celle offrant le meilleur cadre de vie en Seine-et-Marne et la deuxième en France. Cette qualité de vie incomparable, à nouveau, la question qu'on doit se poser, c'est comment vous la valorisez, comment vous faites le lien entre le local et le mondial auquel vous êtes soumis. Et il y a, croyez-moi, très peu de villes qui sont face à cette dichotomie en France. Et ce, d'autant plus que l'attractivité de Fontainebleau pourrait certainement être amplifiée. On le voit, il y a des services urbains qui sont très forts, mais on peut faire quelques mais. Par exemple, la croissance démographique est négative. Alors, c'est un peu idiot ce que je dis, une croissance n'est pas négative, mais vous perdez des habitants. Donc, l'attractivité démographique n'est pas très élevée. Et quand on fouille un peu la donnée, on se rend compte que ceux qui quittent Fontainebleau, alors ce n'est pas forcément ceux qui la quittent, mais les masses d'habitants, quand on regarde leur répartition, on se rend compte donc que la ville vieillit, et que les jeunes, notamment les moins de 40 ans, dans une large mesure, la quittent. Et évidemment, à moyen et long terme, c'est une question importante qu'il faut se poser. Face à cela, vous venez de vous lancer dans un programme assez unique, assez original, de transition écologique. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut changer de modèle de développement, même si nous ne savons pas exactement quel modèle il faut choisir, même si on tâtonne, même si
l'environnement évolue beaucoup plus vite que nos capacités de nous y adapter. Même si on constate des inerties, des résistances, parfois des idéologies ou des accablements face à des injonctions. La question qui nous est donc posée, c'est de savoir si, pour réussir cette transition, pour aller vers cette performance écologique dont je parlais tout à l'heure, il ne faut pas changer de méthode. Et s'il ne faut pas passer de l'obligation à l'intérêt, du devoir au bénéfice. Faire que la transition ne soit pas une morale mais une éthique, et que chacun, du coup, y gagne quelque chose. Bref, la question à l'échelle d'un territoire, avec les conséquences, bien entendu, en matière d'attractivité, elle me paraît de faire de la transition écologique non pas une contrainte, mais une dynamique joyeuse. Alors, face à cette situation de dynamique, disons, d'attractivité qui pourrait être renforcée, face à ces grandes forces de rang mondial, comment la transition écologique peut-elle devenir, pour Fontainebleau, un facteur d'attractivité? Alors, je vais vous faire une présentation en 2 temps. Qu'est-ce qui fait l'attractivité et ensuite en quoi la transition écologique peut-elle en être un facteur? Alors, qu'est-ce qui fait l'attractivité des territoires? Le point de départ qu'il faut qu'on ait à l'esprit, c'est que les territoires sont en compétition les uns avec les autres. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Pensons aux cités grecques ou pensons aux villes italiennes au moment de la Renaissance. Mais c'était quelque chose qui s'était extrêmement réduit au cours du 19e et du 20e siècle avec la montée des États-nations et qui, depuis une quarantaine d'années, se développe beaucoup, notamment en Europe, mais évidemment pas seulement en Europe. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le Luxembourg se développe aussi bien et pourquoi pas Longwy, à 30 km de Luxembourg, avec des conditions de départ qui, spontanément, devraient apparaître plus favorables. Pourquoi Lille et Toulouse ont-elles des territoires un peu inverses par rapport à Toulon ou Rouen, qui, lorsque j'étais enfant, dans les années 60 et 70, était une des villes les plus puissantes de France? Pourquoi la Vendée se développe tant et moins les Ardennes? Pourquoi Figeac, je vais y revenir, et pas Souillac? Pourquoi ici Bordeaux et pas Toulon, où je vous le disais, ici Figeac et pas Souillac, alors que Souillac est au bord de l'autoroute, elle est desservie par la voie ferrée Paris-Toulouse, et donc elle dispose, là encore, spontanément, de tous les attributs possibles du développement, de tous les facteurs qu'on pourrait imaginer et qu'on appelle traditionnels du développement. Et pourtant, Figeac, qui elle est éloignée à 50 km de l'autoroute, se développe beaucoup plus que Souillac. Elle a une activité aéronautique extrêmement puissante, elle accueille beaucoup de touristes et elle a un développement global qui est beaucoup plus fort que Souillac. Comment se caractérise cette concurrence entre les villes? Le contexte, donc, c'est l'émergence des territoires en Europe. Sans doute, cette émergence des territoires répond-elle à la globalisation, à la mondialisation et à la concurrence que les nations ont avec des grandes entités supranationales. Elle se caractérise par une attention assez forte portée au terroir, à tout ce qui est le local, aux échelles intermédiaires entre nous et le monde. On voit bien combien la notion de produits locaux, la notion de produits faits sur place donne de la valeur à des produits. On voit que des entités s'emparent de noms anciens pour s'inscrire dans une histoire. Savez-vous par exemple que le Nord, les Hauts-de-France, ont à un moment voulu s'appeler la Nouvelle-Austrasie. Le deuxième facteur, c'est la décentralisation, née en France dans les années 80 et qui s'est amplifiée ensuite et qui va là connaître une nouvelle dimension avec la loi 4D qui arrive et qui va
permettent la différenciation entre les territoires. On l'a vu aussi très fortement au moment du Grand Paris, il y a une dizaine d'années, où des territoires qui n'existaient pas. J'ai travaillé en particulier dans le territoire du Grand Roissy, dans des villes comme Aulnay-sous-Bois, Sevran, Sarcelles, donc des territoires assez difficiles, mais des territoires qui étaient peu sous les feux des projecteurs, sauf quand il y avait des crises. Eh bien, ces territoires ont réussi, ensemble, à plusieurs, à acquérir une renommée beaucoup plus importante. Et puis, il y a aussi des égoïsmes locaux, des raisons plus triviales à cette montée des territoires, des égoïsmes locaux, puisque, par exemple, c'est la raison pour laquelle les Flandres, une des raisons pour lesquelles les Flandres veulent se séparer de la Wallonie, ou une des raisons de la réticence de la Bavière à l'égard de l'Allemagne, de l'ex-Allemagne de l'Est. Cette compétition, elle est généralisée, c'est-à-dire qu'elle vaut dans tous les domaines. Elle vaut dans le tourisme, évidemment, vous le connaissez, vous mettez en compétition quand vous partez pour un week-end. Là, j'ai mis une image de Venise et une image de Moscou. On met les organisateurs de grandes manifestations internationales mettent en compétition les villes, on le sait pour les Jeux Olympiques, pour les expositions universelles. Les universités sont en compétition entre elles. L'INSEAD, évidemment, est en compétition avec Princeton, par exemple. Et puis, les entreprises mettent aussi beaucoup les territoires en compétition, soit quand elles veulent s'installer quelque part. On l'a vu lorsque Disneyland s'est installé à Paris il y a une trentaine d'années. Elle avait le choix entre Barcelone et Paris et elle a fait monter les enchères. Et puis, on le voit aussi au moment des fermetures. PSA a mis en compétition la ville d'Aulnay et la ville de Poissy. Et d'ailleurs, on n'a jamais entendu le maire de Poissy s'exprimer à ce moment-là, parce que si le maire d'Aulnay a perdu 3000 emplois, le maire de Poissy, lui, en a gagné 1500 par transfert des activités depuis Aulnay. Et évidemment, il ne l'a pas refusé. Au demeurant, cette compétition est aussi parfois une coopération. On voit des territoires s'allier, par exemple Nîmes et Alès se sont alliés pour faire le poids face à Montpellier et ensuite entrer dans une négociation de partage de valeurs, de partage d'équipements, de partage de services avec Montpellier. Du coup, qu'est-ce que font les villes? Eh bien, elles se mettent comme les entreprises, dans des logiques de marketing. Elles doivent entrer sur ce qui s'appelle un marché, désormais un marché des territoires, et dans lequel on voit bien que l'idée fait résistance, mais on voit bien aussi, comme je le disais à l'instant, pour des villes comme Sarcelles, pour des villes comme Sevran, que l'existence, l'émergence de ce marché a été au fond très bénéfique, parce qu'il a permis à ces villes de se montrer, d'exister au sein du Grand Paris. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce marché des villes? Je crois que le point central, c'est l'extraordinaire mobilité dans laquelle nous sommes depuis une quarantaine d'années. Une extraordinaire mobilité, bien entendu, vous le savez tous, des capitaux, des entreprises, des idées, mais aussi, et peut-être surtout, une extraordinaire mobilité des hommes qui choisissent désormais les lieux où ils souhaitent venir. On parle souvent, et je vais donner l'exemple, on parle souvent des migrants d'il y a 5 ou 6 ans, et on a bien vu au moment des migrations, de cette grande migration, que les migrants choisissaient beaucoup plus l'Allemagne que la France. D'une certaine manière, eux aussi mettaient en compétition deux territoires parce qu'ils choisissaient de s'installer dans l'un plutôt que dans l'autre. Et on voit ce phénomène se produire à peu près partout. Je vais vous donner un exemple qui est celui du 5e arrondissement de Paris. Le 5e est un arrondissement dans lequel les gens sont plutôt fortunés, qui y habitent, mais ils vivent généralement dans des petites structures, dans des petits appartements, dans des immeubles de mauvaise structure, de mauvais bâtis, alors qu'ils pourraient vivre dans des surfaces 2 fois plus grandes, par exemple à Montrouge, pour le même prix, où les prix à Montrouge sont 2 fois inférieurs à ceux du 5e arrondissement. Et donc on voit bien par cet exemple que des gens qui préfèrent habiter dans le 5e choisissent de vivre dans des surfaces plus petites, choisissent un mode de vie particulier par rapport à un autre mode de vie. Ils ont mis en compétition des territoires. Cette mise en compétition,
on l'identifie vraiment entre tous les territoires. Et je voudrais ici faire un point, parce que j'entends souvent parler d'immoralité. Immoralité dans l'idée que certains territoires, du coup, seraient plus attractifs que d'autres, et immoralité sur le fait que des riches vont aller à certains endroits et d'autres pas. Alors, je vous ai mis quelques images à l'écran. D'abord, le débat en France est évidemment très, très politique. Or, il pourrait ne pas l'être. On était très content pendant 40 ans d'avoir Greta Garbo qui habitait avenue Montaigne, ou on était très content d'avoir Brad Pitt habiter dans le sud de la France avec Angelina Jolie. Donc ce qui vaut pour la France pourrait aussi valoir pour d'autres pays qui, en l'occurrence, peuvent attirer des personnes françaises parce que sur un certain nombre de critères. C'est bien entendu la mobilité qui prime. De la même manière, quand Gérard Depardieu avait voulu partir en Belgique, le Premier ministre de l'époque avait condamné son départ et il n'avait pas raisonné, lui, en disant qu'il était à l'époque maire de Nantes, enfin il était préalablement maire de Nantes, et il faisait tout pour attirer à Nantes des cadres supérieurs, notamment avec son lieu unique, l'immeuble LU dont vous avez tous l'image et qui est d'ailleurs ici à l'écran. Lui aussi faisait donc tout ce qu'il fallait pour attirer des cadres supérieurs, des gens qui étaient plutôt fortunés à Nantes, mais il reprochait à quelqu'un d'aller en Belgique. Or, il faut bien dire que la Belgique aussi a droit à l'attractivité. La France n'est pas le seul pays qui puisse l'être. L'attractivité, aujourd'hui, elle est devenue le marqueur de la réussite des territoires. On voit bien, derrière tout ce que je vous ai dit, que le comportement, qui autrefois était un comportement de citoyen, devient de plus en plus, ou à côté, disons, de ce comportement de citoyen, il devient de plus en plus un comportement de consommateur. Et comme pour tous les actes de consommation, l'acte d'achat de la ville, pardonnez-moi cette expression qui est un peu synthétique, l'acte d'achat de la ville a trois composantes. Une composante utilitaire, ce sont l'ensemble des services que je vais trouver quelque part, une composante plaisir, et puis une composante sociale. Et ces trois composantes, cet acte d'achat, il va être arbitré par un prix, et on va y venir. Donc aujourd'hui, l'attractivité est devenue largement le marqueur des territoires. Dès lors qu'on parle d'attractivité, il faut parler d'attractivité de qui ou de quoi. Alors je vous ai mis ici quelques images. On va parler de segmentation, on va avoir une attractivité pour les touristes. C'est le cas par exemple de Venise, qui n'est plus du tout attractive pour ses habitants, hein. Elle a perdu les 80% de ses habitants, Venise, depuis une cinquantaine d'années. L'attractivité, c'est l'attractivité des people, l'attractivité, c'est l'attractivité des étudiants, c'est l'attractivité des entreprises, c'est l'attractivité des jeunes, c'est l'attractivité, etc. etc. Du coup, on a, et vous connaissez toutes ces cartes, je vais vous en présenter rapidement deux ou trois, qui montrent cette segmentation. Et c'est très important quand on va ensuite faire une stratégie, quand on va essayer de se projeter dans l'avenir, de savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse comme ici, pardon, à la slide précédente, est-ce qu'on s'adresse comme ici à des nouveaux habitants? Est-ce qu'on s'adresse à des types d'emplois, comme vous le voyez dans la carte de gauche, etc. Alors la question, je vous disais, qui nous habite désormais, à partir du moment où on accepte que l'attractivité est devenue le marqueur déterminant des territoires, c'est eh bien qu'est-ce qui fait l'attractivité? Alors, je voulais d'abord vous interroger, entre guillemets, parce que je suis seul face à la salle. Je vais d'abord vous interroger sur ce qui pourraient être les facteurs d'attractivité. Généralement, quand je pose cette question, on me dit l'emploi, ou on me dit les infrastructures, ou on me dit le patrimoine, etc., etc. Les équipements, les services urbains. Alors, première question que je pose, c'est est-ce que la taille est un facteur d'attractivité? Ici, vous avez à l'écran
des images de 5 villes en France, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble et Toulon. Et quand je pose la question de la taille de ces villes, alors quand je parle ville, je parle aire urbaine, bien entendu pas la commune-centre, hein, mais bien l'aire urbaine, généralement on me dit que Toulon fait 200 000 habitants et Strasbourg 1 million d'habitants. Et en fait, cette expression, cette différence exprime un sentiment que Strasbourg est beaucoup plus attractive que Toulon, elle paraît beaucoup plus grande, et on a un petit peu le même sentiment avec Rouen. Or, ces 5 villes font, grosso modo, la même taille de population, autour de 550 000 habitants, 550 à 600 000 habitants. Elles ont donc la même taille, mais pas du tout le même rayonnement. Elles n'ont pas le même... elles n'influencent pas le monde de la même manière, elles n'attirent pas de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas chacune leur facteur d'attractivité, mais elles ont des rayonnements très différents. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que les villes de même taille peuvent avoir une attractivité très différente, et des villes de taille très différentes peuvent avoir une attractivité aussi très forte. Je vous parlais de Figeac. Figeac, c'est seulement une grosse dizaine de milliers d'habitants. Le deuxième facteur dont on parle fréquemment dans l'attractivité, c'est la géographie. Évidemment, quand vous êtes au sud ou quand vous êtes à l'ouest, quand vous êtes au bord de la mer et au soleil, on a le sentiment, et Montpellier vient le confirmer, qu'on est beaucoup plus attractif que quand on est au nord et dans le brouillard. Alors, c'est vrai, bien évidemment, c'est plus facile, disons, mais ce n'est pas une idée permanente. Ce n'est pas une idée qui vaut partout. Parce que si vous regardez des villes qui sont au sud et au soleil, vous allez en trouver qui sont effectivement très attractives. Barcelone. Et puis vous allez en trouver d'autres qui ne le sont pas. Je citais Toulon, on pourrait parler d'autres, bien évidemment. Certes, la moitié de la population mondiale vit à moins de 100 km d'une côte. Donc on voit bien que le sud, le soleil, la mer sont aussi des facteurs d'attractivité. Mais enfin, il y a bien des villes. Pensons à la capitale du Texas, à Houston. Pensons en Europe, à Berlin, qui ne sont pas à proximité de la mer et qui pourtant sont extrêmement attractives. Pensons au nord, et pardonnez-moi le mot, dans le brouillard, à Londres ou à Copenhague, qui sont des villes extrêmement attractives et qui pourtant ne sont pas au sud, à l'ouest ou au soleil par rapport à l'Europe. Donc oui, il y a un facteur d'attractivité possible, mais vous voyez, on est obligé de faire un mais, il n'est pas permanent. Troisième facteur d'attractivité dont on me parle, les ressources naturelles. Alors oui, les ressources naturelles peuvent être des facteurs de développement importants. On le voit aux États-Unis, en Chine, avec les terres rares, mais on voit aussi des exemples contraires. On voit que le Venezuela, qui est l'un des pays à avoir les plus grandes richesses de pétrole du monde, ne se développe pas du tout. Il y a 6 millions de réfugiés qui ont quitté le Venezuela. On pourrait dire la même chose de certains pays d'Afrique centrale, comme le Congo. Et puis, à contrario, pensons à l'Allemagne ou à la Suisse, qui n'ont quasiment pas de ressources naturelles et qui pourtant sont extrêmement attractives. On va parler des infrastructures. Alors là, je vous ai mis une carte à l'écran des lignes TGV et des développements qui se sont produits le long des lignes à grande vitesse. Eh bien, vous voyez, j'ai mis en rouge, là où, bien qu'il y ait une ligne à grande vitesse, les développements sont assez faibles. En bleu, là où sans ligne à grande vitesse, il y a des développements très puissants. Et puis, en vert, des développements qui se sont produits dans des villes desservies par la grande vitesse ferroviaire. Donc on voit bien que tous les cas de figure existent. Ça ne veut pas dire que la grande vitesse ferroviaire ne peut pas aider au développement. Le Mans pourrait en témoigner, ou Nantes, mais des villes comme Lens ne se sont pas beaucoup développées malgré la grande vitesse ferroviaire, et donc il n'y a pas de lien automatique, là encore, entre les infrastructures et le développement. Je voudrais vous parler, parce qu'on est juste à côté d'une ville qui au Moyen-Âge était l'une des plus puissantes d'Europe, qui est Provins. Provins n'était pas sur les grandes infrastructures de transport quand elle s'est développée. Qu'est-ce qui a permis le développement de Provins? C'est une idée géniale des comtes. D'abord, ils ont mis des taxes relativement faibles, et ensuite, ils ont apporté
à tous les marchands d'Europe qui voulaient venir échanger à Provins ce qu'on appelle le conduit des foires, c'est-à-dire une sorte d'escorte qui permettait de sauver les marchandises. Et donc on voit bien qu'une ville s'est beaucoup développée au Moyen-Âge. On pense que Provins était vraiment l'une des villes les plus puissantes de France à cette époque-là. Donc une ville s'est beaucoup développée, bien qu'elle ne soit pas à proximité ou sur des grandes infrastructures de transport. Et aujourd'hui, Provins, c'est quoi? Eh bien, c'est Dubaï, au Moyen-Orient. Alors, on pourrait parler des patrimoines, et là, vous voyez, je vous ai mis quelques images, là encore à l'écran. Le château de Sedan, qui est certainement l'un des plus beaux châteaux du Moyen-Âge de France, le château d'Écouen, et puis à côté de ça, une maison romaine, une villa romaine à Périgueux, ou le Puy du Fou, une image du Puy du Fou. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on voit qu'il y a des patrimoines qui ont entraîné des grands développements et d'autres patrimoines qui n'ont pas entraîné de développement. Ici, on a un patrimoine absolument merveilleux à Fontainebleau. 500 000 visiteurs par an, c'est moins que Provins. Alors, je sais bien qu'ici, c'est 500 000 visiteurs payants et qu'à Provins, c'est une estimation du nombre de visiteurs qui viennent dans la ville sans nécessairement rentrer dans les monuments historiques. Mais néanmoins, une question peut se poser. La cathédrale de Saint-Denis est finalement extrêmement peu attractive et il y a un projet de reconstruction de la flèche avec les habitants qui pourraient en revanche le rendre extrêmement attractif. On rentre ici dans le facteur suivant qui est ce qu'on appelle les fondamentaux, l'offre urbaine, la propreté, la sécurité. Et puis, au-delà de ça, la beauté des lieux, et puis des services du type le tri. On voit de plus en plus des gens qui demandent si, quand ils veulent s'installer dans une ville, si le tri est mis en place et qui protestent quand le tri n'est pas mis en place, qui demandent si, quelle est l'offre commerciale, qui demandent si on pourra louer son appartement par Airbnb, etc. etc. Donc on voit bien que des dynamiques économiques, des dynamiques sociales sont des facteurs importants de l'attractivité. Enfin, dans ces facteurs à la fois traditionnels, puis vous voyez qui évoluent, qui ne sont pas seulement des facteurs physiques, on doit parler des coûts. Souvent, on nous dit, mais une ville est trop chère, donc elle ne peut pas être attractive. Il me semble que l'enjeu n'est pas celui-ci, sinon ni Genève, ni Paris, ni Londres ne seraient des villes attractives, or elles le sont beaucoup. Il me semble que ce qui compte, ce n'est pas le coût, mais comme je le disais tout à l'heure, pour tout acte d'achat, l'enjeu, c'est le rapport entre la qualité et le prix lui-même étant fait de taxes et de coûts des services, de coûts du foncier, de coûts de l'immobilier ou de coûts des approvisionnements. Alors, à ces facteurs traditionnels, je voulais vous poser une question ici. À ce stade, comment vous positionnez, vous, vis-à-vis de ces facteurs plutôt traditionnels de l'attractivité? En quoi vos patrimoines, en quoi vos infrastructures, en quoi vos fondamentaux sont-ils, pour vous, des facteurs de votre attractivité? À quoi s'ajoutent donc de nouveaux facteurs? On parle des événements, pensez à ce que les Jeux Olympiques ont apporté à Barcelone, pensez à des feux d'artifice comme le feu d'artifice du 1er janvier à Paris, pensez au marathon de New York, aux illuminations. Les villes se battent souvent pour accueillir des événements. Je pense à Châteauroux qui avait voulu accueillir le spectacle Miss France il y a 2 ans pour dire qu'elle était aussi capable d'être une ville de fête. Je pense aussi, bien entendu, au Carnaval de Venise ou à celui de Rio. Autre facteur beaucoup plus nouveau, les distinctions. Chaque ville, en fait, a des spécificités. Et certaines villes les mettent en évidence. Je vous montre, bien entendu, quelques images. Vous avez l'image du surf à Biarritz, qui est un identifiant pour la ville, du foot à Marseille, de Big Ben à Londres, du rugby à Toulouse, ou bien entendu du carnaval à Venise. Et puis, certaines villes ont des valeurs qu'elles ne mettent pas du tout, dont elles ne font pas du tout profit. Je pense par exemple, je vais vous le citer, à une valeur dont Paris dispose et qu'elle ne valorise pas du tout, c'est l'UNESCO. L'UNESCO, c'est un équipement qui est passé, un équipement d'une organisation internationale qui est posé dans le cœur de Paris et dont Paris ne fait quasiment aucun profit.
Autre nouveau facteur d'attractivité, les emblèmes. On spécifie les villes, on valorise des choses qui leur sont très particulières, et puis on les montre. L'emblème, c'est le Christ à Rio, c'est la Tour Eiffel à Paris, c'est la Tour de Londres, c'est la Statue de la Liberté, ou c'est le Bibendum de Clermont-Ferrand. Les nouveaux facteurs d'attractivité, c'est aussi le fait de savoir attirer l'attention par des spectacles, par des événements ponctuels. Vous voyez ici, je vous ai mis des œuvres d'art dans la mer ou l'éléphant de Nantes. C'est aussi des coopérations, des candidatures. Par exemple, vous avez dans la carte en bas à droite la candidature pilotée par Besançon de l'inscription des sites Vauban au patrimoine mondial. Et puis, bien entendu, les nouveaux facteurs d'attractivité nécessitent de se marketer, nécessitent de faire parler de soi, de trouver des relais, parce que nous sommes dans ce monde du marché, nous sommes sur ce marché, sur lequel il nous faut largement aujourd'hui exister, se promouvoir, porter nos valeurs, se raconter et dire tout ce qui, au sein de notre territoire, vaut. Et puis, voilà, d'autres images sur les manières désormais de se raconter. Mais vous l'aurez compris, tout cela ne fait pas l'attractivité. Parce que si tout cela faisait l'attractivité, la plupart des territoires seraient attractifs et il n'y aurait pas beaucoup de différences entre eux. Or, je repose la question, pourquoi Longwy s'est-elle peu développée depuis une cinquantaine d'années, tandis que Luxembourg, à quelques encablures, elle, s'est beaucoup développée. Je dirais ici que le premier facteur d'attractivité et de développement des territoires, c'est l'attractivité et le développement. On est dans une sorte de théorie des effets cumulatifs, des effets qu'on appelle aussi boule de neige, et qui fait qu'un territoire qui réussit entraîne de nouvelles réussites. Mais au-delà de ça, le facteur essentiel d'attractivité des territoires, c'est les ressources humaines de la ville, c'est les ressources humaines du territoire, et c'est les mentalités collectives qui les habitent. Ce sont les mentalités collectives, les manières collectives de penser, les manières collectives de se projeter dans l'avenir qui font aujourd'hui, on le sait, majoritairement l'attractivité des territoires. De grands chercheurs l'ont dit, comme Emmanuel Todt, comme Weber, comme Glaeser, comme Alain Perfit, qui était donc le maire de Provins, au travers d'un livre pour Perfit qui s'appelle la société de confiance. Cette idée que ce sont les mentalités collectives, les hommes et les femmes, les porteurs de projets, qui en s'engageant font l'attractivité des territoires, cette idée est formidable, parce qu'elle signifie qu'aucun territoire n'est perdu, mais elle signifie aussi, à contrario, qu'aucun territoire n'a à jamais gagné. Il faut sans cesse se remettre en cause, et vous voyez comment on arrive, par ce biais, à la transition écologique. Il faut sans cesse se mettre en cause, il faut en permanence inventer, s'adapter aux traditions, aux nouvelles traditions, aux modes, aux nouveaux marchés. Il faut s'adapter à la grande mutation écologique, technologique, environnementale, sociale, sociétale, économique, face à laquelle nous sommes. Et c'est ainsi que c'est en faisant cela, par cette capacité de ces ressources humaines, qu'une ville devient ou reste le plus attractive. Et parmi les différentes mentalités collectives auxquelles on peut penser, il y a l'audace, le pragmatisme face à l'idéologie, l'honnêteté, l'innovation, le risque, la collaboration, l'ouverture. Et moi, je mettrais au premier rang la confiance, parce que la confiance est nécessaire à l'échange. Il n'y a pas d'échange s'il n'y a pas confiance avec la personne avec laquelle vous échangez. Et l'échange lui-même est nécessaire au développement. Évidemment, on ne s'enrichit que de ce qu'on ne possède pas, on ne s'enrichit que des autres, on ne s'enrichit pas de soi-même. C'est pourquoi moi je mets cette confiance au premier rang, et du coup se pose la question, pour un territoire qui veut développer son attractivité, comment produire la confiance? Alors là, on vient à quelque chose qui est assez, je crois aujourd'hui, clair, assez connu. Il faut d'abord
un projet mobilisateur. Un projet mobilisateur, c'est autre chose qu'une somme de projets. C'est une vision collective, c'est un partage de valeurs, c'est l'idée, c'est une ambition, c'est l'idée que nous partageons des mêmes valeurs, oui, je me répète avec ce mot, que nous partageons des mêmes valeurs et que nous avons envie de les exposer au monde, de contribuer au monde, de compter dans le monde. Patrick Braouezec, l'ancien président de Plaine Commune, disait « Nous devons faire des territoires qui comptent, c'est une question de dignité pour leurs habitants ». Et du coup, il faut valoriser nos singularités, il faut s'appuyer sur nos spécificités, il faut construire sur les bases solides, sur ce que nous avons, sur ce que nous connaissons, sur ce que nous savons faire. Et puis, il faut une approche systémique, une approche globale. Sinon, on a des contradictions et on n'a pas les moyens d'avoir des contradictions. On doit être ensemble, se fédérer, et c'est pourquoi le dernier facteur, le dernier élément qui produit la confiance, c'est la coopération des acteurs. Parce que la coopération des acteurs, elle produit de la confiance en eux, de la confiance entre eux et de la confiance pour les autres vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on construit des visions, des stratégies. C'est pour ça qu'on met les territoires en mouvement. C'est pour ça qu'on invente aussi de nouveaux pilotages du développement au travers de la mise en œuvre de ce qu'on appelle, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, le développement durable, mais qui se traduit par des nouvelles gouvernances, et on va en parler dans un instant, dans des nouvelles gouvernances dans lesquelles les élus ne sont plus forcément les seuls pilotes comme ils l'étaient autrefois. Pourquoi une approche globale? Eh bien, vous voyez ici des images qui sont très contradictoires. La Guyane, où j'ai beaucoup été, c'est un pays merveilleux, d'une beauté époustouflante, avec une forêt et une biodiversité vraiment très incroyable. Et pourtant, et j'oubliais bien entendu un centre technologique mondial, de rang mondial, puisque il a le départ des fusées, le spatioport. Mais à côté, il y a aussi des images très négatives que vous recevez de la Guyane, et donc une contradiction d'image, et les beautés, les avantages, les atouts du territoire sont largement battus en brèche par des images plus négatives. On pourrait faire la même réflexion avec Amiens. Aujourd'hui, il faut co-construire. Si vous ne co-construisez pas, vous produisez des phénomènes qu'on appelle NIMBY, Nothing in my backyard, ou banana, des phénomènes de rejet de ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé pour le triangle de Gonesse, dont on parle beaucoup depuis un an, que le président a décidé l'arrêt du complexe de loisirs Europa City. On en parle beaucoup, j'ai travaillé pour eux, et en fait, on a fait 14 démarches de réunion publique. Et ces démarches de réunion publique ne servaient pas à grand-chose, parce qu'elles permettaient seulement l'expression de positions extrêmement différentes, sans chercher à les rapprocher, sans co-construire des choses. Et donc, il faut inventer, et c'est largement ce que vous allez faire avec la démarche de transition écologique dans laquelle vous vous lancez, il faut inventer des modes de coopération, des modes de coproduction, des modes de co-mise en œuvre des projets et du développement territorial. On a ici d'autres images de lieux dans lesquels cette co-construction se produit. Par exemple, les pôles de compétitivité, ces idées d'ateliers thématiques qu'on va vous proposer dans toutes les démarches. Alors, je vais revenir à la question que je vous posais tout à l'heure pour Fontainebleau, et je vais vous demander à ce stade, et vous, Fontainebleau, vous en êtes où? Et vous, Fontainebleau, vous en êtes où de la confiance? Et vous, Fontainebleau, vous en êtes où de l'audace, de l'entrepreneuriat? Où est votre capacité à prendre des risques collectivement et chacun individuellement? Où est la co-construction? Dans quelles instances se produit-elle? Qui met en œuvre? Quel est le rôle des élus par rapport à cette démarche de co-construction du développement territorial? Pour finir, avant de passer brièvement à quelques mots sur la transition écologique à Fontainebleau stricto sensu, je voudrais revenir sur le terme, pour finir, donc, revenir sur le terme de développement. Souvent, on imagine le développement comme exclusivement le développement économique. Ce n'est pas mon propos, vous l'aurez bien évidemment compris. Et la question qui nous est posée, et qui est posée à Fontainebleau aujourd'hui,
c'est la question du changement de modèle. La question du changement de modèle, c'est de savoir si on veut plus de biens ou si l'on accepte l'idée que l'on peut vivre aussi bien avec moins de biens. Si l'on accepte l'idée qu'au nombre de biens se substitue le volume des connaissances ou le volume des rencontres, si l'on accepte l'idée qu'à la quantité se substitue la qualité, que le volume de viande qu'on mangera peut-être diminuera, mais que la qualité de la viande qu'on mangera, sa traçabilité sera bien meilleure. Qu'on se déplacera peut-être moins, mais qu'on se déplacera de manière beaucoup plus fluide parce qu'on sera dans des véhicules autonomes et connectés, etc. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est donc bien celle de notre modèle. Elle peut être abordée d'une manière idéologique, elle peut être aussi abordée d'une manière très pragmatique en répondant à ce type de questions. Changer de modèle, c'est aussi introduire la nature, c'est respecter la nature, l'introduire dans la ville. C'est, j'ai pris cette image parce qu'elle m'a amusé, c'est faire passer les oiseaux des murs du château de Fontainebleau à l'intérieur de la ville, et vous voyez que c'est tout à fait possible. C'est circulariser l'économie, c'est trier, c'est imaginer des nouveaux jardins, des jardins qui se construisent avec les habitants et qui permettent d'alimenter aussi la ville. Changer de modèle, ça passe, et c'est essentiel dans le cadre de cette démarche, ça passe aussi par des changements de méthode. Des changements de méthode dans lesquels le centre n'est plus le pilote, dans lequel chacun d'entre nous peut trouver une place, dans lequel un changement de méthode par lequel le citoyen devient acteur. Et tous les citoyens, parce que tous les citoyens peuvent porter ou contribuer à des projets, tous les citoyens peuvent s'engager au profit de la performance écologique, et donc notamment ici à Fontainebleau. Le deuxième élément de conclusion que je voudrais donner, avant mon propos sur la transition écologique à Fontainebleau, c'est que le succès, à partir du moment où il dépend des hommes et des femmes qui habitent, qui pilotent, qui agissent sur un territoire, à partir du moment où le succès dépend d'eux, le succès n'est jamais garanti. Le succès doit toujours être remis en cause. Une rente n'est jamais perpétuelle. Et donc, en permanence, il faut se réadapter, il faut se réinterroger. Et les villes qui réussissent sont des villes qui, en permanence, s'interrogent. Aujourd'hui, on voit bien qu'aux États-Unis, par exemple, San Francisco et Los Angeles ont vécu une trajectoire inversée, et que cette inversion de la trajectoire est peut-être de nouveau en train de s'inverser, tant, par exemple, San Francisco est en train de devenir une ville si chère qu'on ne peut plus, que les classes moyennes ne peuvent plus y habiter, et donc le niveau de service est en train de s'y réduire. Alors, je vais terminer ce propos sur les facteurs d'attractivité en posant une question à laquelle, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais en posant une question qui est: la transition écologique peut-elle être un facteur d'attractivité pour Fontainebleau? Une fois qu'on a dit que le développement et l'attractivité dépendaient d'abord des mentalités collectives, de l'entrepreneuriat, et seulement en second des facteurs du patrimoine, des infrastructures, la question est: peut-elle être, cette transition écologique, une occasion pour renforcer votre attractivité? Et si c'est le cas, à quelles conditions? Alors je voudrais dire d'abord que vous faites beaucoup de choses. Il y a des acteurs tout à fait impressionnants de la transition écologique à Fontainebleau, des très grands acteurs nationaux comme l'Office national des forêts, comme les mines ParisTech, ou le campus de la transition. Mais quand je regarde ces acteurs, je me fais deux réflexions. La première, c'est que ces acteurs sont très institutionnels. La deuxième, c'est que ces acteurs et leur réussite sont assez peu célébrés. J'ai cherché, pour préparer ce moment d'échange avec vous, j'ai cherché quelles étaient les grandes réussites, par exemple de l'ISIGE. Je ne sais pas si on dit ISIGE ou ISIGE. Je n'ai pas vraiment trouvé comment Fontainebleau valorisait ces succès. Quelles étaient les manières de travailler de l'ONF dans la forêt de Fontainebleau, et comment Fontainebleau pouvait s'en emparer. Donc se pose une question de célébration
Comment peut-on raconter nos succès? Et se pose également une question de la transition écologique faite par tout un chacun. Parce qu'il y a évidemment ici comme ailleurs des milliers d'initiatives pour la transition écologique. Chacun d'entre nous est conscient qu'il faut œuvrer pour cette transition écologique. Des agriculteurs qui se lancent dans le bio ou dans les circuits courts, des commerçants, des artisans qui utilisent de nouveaux process ou de nouveaux matériaux. Bref, il y a un fourmillement, ici comme ailleurs, d'initiatives, mais ce fourmillement n'est guère valorisé et mériterait certainement de beaucoup plus l'être. Et il me semble que c'est l'un des objets de cette démarche dans laquelle vous vous lancez. La question qui se pose est comment on fait converger toutes ces initiatives pour renforcer l'émulation, pour la démultiplier, comment même on identifie les projets, comment on fait de chaque habitant non seulement un spectateur engagé de la transition écologique, mais un acteur. Car la transition écologique, c'est bien sûr le GIEC, mais c'est aussi et avant tout la ruche qui dit oui. Alors, en quoi la transition écologique peut-elle être pour vous un nouveau facteur d'attractivité? D'abord, je dirais que demain, ce n'est pas le fait d'avoir réussi votre transition écologique qui sera un facteur de réussite, mais c'est le fait de ne pas l'avoir entreprise qui sera un facteur négatif. Évidemment, demain, espérons-le, de très nombreuses villes se seront engagées dans cette démarche. Vous êtes, en revanche, très pionnier. Et du coup, on peut se poser la question de savoir si engager la transition écologique, comme vous le faites, c'est une nécessité, c'est une obligation. Oui, certainement. Tous les territoires doivent s'y mettre. Mais il me semble que beaucoup plus qu'une nécessité et une obligation, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, la transition écologique dans laquelle vous vous lancez à Fontainebleau, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce qu'elle est une occasion d'audace, elle est une occasion d'entreprendre, elle est une occasion de risquer, d'inventer, de mieux partager. Elle est certainement une occasion d'instaurer la confiance entre vous, la confiance que le monde a dans Fontainebleau et la confiance que vous avez vous-même avec les villes qui vous entourent. Elle est une occasion aussi de se montrer sous un autre jour. Bref, une occasion, c'est une opportunité. C'est une opportunité si on sait s'en saisir. C'est une opportunité si les hommes et les femmes de Fontainebleau prennent cette occasion pour imaginer de nouveaux projets, les faire converger et en tirer, et je crois beaucoup à cette idée, en tirer leur propre return on investment, en tirer un bénéfice à la fois pour leurs organisations et pour eux. À cela, je vois donc quelques conditions. D'abord, vous l'aurez compris aisément, il faut parier sur vos valeurs. Parier sur vos valeurs, c'est parier sur ce que vous savez faire, c'est parier sur vos atouts. On en a suffisamment parlé, l'INSEAD, le château, les mines, la forêt, la réserve mondiale de biosphère, vos commerçants, vos valeurs, ce qui vous est spécifique, ce qui est à vous. Je voudrais ici vous donner 3 exemples. Saint-Nazaire a décidé de se lancer dans les bateaux à vent, les cargos, les paquebots à vent, et puis les paquebots à hydrogène. On essaie d'imaginer un bateau qui pourra transporter la fusée, un bateau à vent qui transportera la fusée depuis Hambourg jusqu'à Cayenne en Guyane. Dieppe, qui est la ville du vent, a candidaté et s'est vraiment battu pour obtenir une des 3, je crois qu'il y en a 3, un des 3 champs d'éoliennes en France maritime. Et puis la petite ville de Decazeville, dans l'Aveyron, qui avait une découverte de charbon et de houille, a décidé de la transformer en un parc écologique, sport nature, avec des animaux pour restaurer la nature, et donc a décidé que ce qui était autrefois son or noir, le charbon, devait être transformé en un or vert. Donc on voit bien que en pariant sur ce que nous avons, la transition écologique peut devenir
un facteur d'attractivité pour les territoires. La deuxième condition, c'est d'innover dans les manières de faire. J'en ai déjà beaucoup parlé. Je crois qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de passer du descendant à l'ascendant, du top-down au bottom-up. C'est de vous appuyer sur ceux qui ont envie de faire. Nous sommes de plus en plus dans une société qui est une société de gens qui font, ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, des doueurs. Le durable, c'est le mutable. Le durable, c'est ce que les gens adaptent en permanence. Et donc, c'est ce que les gens font, fabriquent. L'enjeu, c'est de les faire converger, parce que les concurrents sont stériles à cette échelle. L'enjeu, c'est de créer des émulations, c'est de créer des capacités à entreprendre ensemble. L'enjeu, c'est de s'aider, parce que c'est ainsi que les projets ont beaucoup plus de chances d'émerger. L'enjeu, en fait, c'est de passer de la condition du je à la conviction du nous. Et c'est bien l'enjeu que reprend la démarche de transition écologique de Fontainebleau. L'enjeu, finalement, c'est de passer d'une démarche jupitérienne à une démarche qui partirait du territoire, qui partirait des acteurs, et une démarche qu'on pourrait qualifier, of course, de Yes, we can. Et pour finir, je voudrais m'adresser au maire, au président de la communauté, au président du département, à la présidente de la région, pour interroger leur leadership, pour interroger leur manière de faire. Je crois que ces nouveaux modèles et ces nouvelles méthodes, ces nouveaux process exigent et c'est la troisième condition de la réussite, exigent une profonde transformation du leadership. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, un maire administrait des services publics. D'ailleurs, nous étions ses administrés. Aujourd'hui, le rôle d'un maire, c'est d'assurer le développement de son territoire. Ce qu'il perd en sacralité, il le gagne en intérêt et en responsabilité. Il gagne une responsabilité devant l'histoire. Puisque vous vous adressez non plus à des administrés, mais à des gens qui pensent, qui savent, parfois beaucoup mieux que vous dans leur domaine, à des gens qui agissent, qui fabriquent. Être leader, désormais, ce n'est plus, ou en tout cas plus seulement, ni d'administrer, ni de donner le cap. Être maire ou président, me semble-t-il, vous donne un droit, un seul droit, mais un seul, celui de fédérer, celui de partager, celui de soutenir, celui d'orienter et celui d'insuffler l'énergie. Je vous remercie.